docteure Sophie Moulias sur la technopénie. Nous allons apprendre ce que c'est dans ce terme. Alors, pendant que je m'installe et que j'arrive à trouver les choses dans le bon sens, c'est bon pour tout le monde. Je voudrais bien sûr remercier les professeurs Stan Tandjan et Hervé de m'avoir convié à partager mon expérience, mais je voudrais aussi remercier le professeur Alain Franco qui est là, caché dans son coin là-bas, et sans lequel... oui, mais... il va se présenter modestement comme toujours et voilà, sans préciser que sans lui, on ne serait sans doute pas là en train de discuter de la même façon, puisque c'est lui qui a initié toute la réflexion autour des technologies et de la gériatrie il y a de nombreuses années, très nombreuses années, qu'il a créé d'ailleurs, je pense, la Société française de gérontotechnologie initialement, qu'il a été président de l'International Association for Gerontotechnology ou quelque chose comme ça. Tu m'en voudras pas si j'écorche tous les termes. Mais en tout cas, il a initié un accès à cette réflexion-là qui n'était pas acquise d'emblée. Et c'est plutôt ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et qui nous a permis à nous, ceux qui venons après, en fait, d'avoir un terrain tout à fait facilité. En tout cas, d'avoir aussi une justification à être là. Et bien sûr, dans ces réflexions-là, il a aussi tenu à ce que la réflexion éthique apparaisse. Donc voilà, au nom des suivants et de ceux qui ne savaient pas, je te remercie. Alors, ah non, parce que là, je viens de faire qu'un cinquième, même un millième de sa riche carte de visite. Donc, il a plein d'autres cartes dans son jeu qu'il faudra expliquer et qui sont importants pour ceux qui sont là. Moi, je voulais juste apporter ma participation pour dire aussi, pour présenter ma position. Alors, on a appris plein de choses passionnantes depuis ce matin. J'ai pas pu être là hier, mais je sais qu'il y avait aussi plein de choses passionnantes. Et du coup, j'ai un peu raccourci mon propos parce que il va y avoir beaucoup de redondance et quand il n'y a que des gériatres qui parlent, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Mais je vais vous présenter plutôt des interrogations qu'on peut se poser et qui apparaissent dans les pratiques de façon générale, avec une position moins pratico-pratique que vous ont présenté Mathieu et Hermine. Je vais vous parler donc de technopénie. Alors, qu'est-ce que c'est que la technopénie ? En fait, c'est la limitation ou la privation d'accès aux technologies. Et comme nous sommes aujourd'hui dans le soin et dans le grand âge, je vais plutôt vous parler des limitations d'accès à la technologie dans le soin et dans le grand âge. Alors, de quelle technologie je parle ? A priori de toutes. Il n'y a pas de limitation possible puisque aujourd'hui nous vivons dans un monde 2.0, dans un monde connecté. Je suis sûre que vous avez utilisé plein de technologies pour venir. Vous avez, de toute façon, vous êtes réveillé, vous avez jeté un coup d'œil sur votre téléphone portable, vous avez regardé vos mails, vous avez pris le métro avec votre carte qui vous ouvre directement la porte. Voilà. Vous avez peut-être même souri à un truc qui repérait votre visage, votre faciès, vos yeux, etc. Formidable. Bientôt, la fac sera comme ça. Je ne suis pas sûre que ça sera plus simple, mais en tout cas, il faut bien comprendre que, je note qu'il y a encore des stylos et du papier. Félicitations. Mais il reste que, on voit bien qu'on vit dans un monde qui est connecté et qu'il est important d'interroger aussi la place qu'a cette connectivité, je ne sais pas très bien comment on dit, dans notre vie. Alors, il y a des technopénies qui sont subies et il y a d'autres technopénies qui sont imposées. Et là aussi, il faut réfléchir à ça. Alors, la technopénie imposée, c'est celle qui est voulue, celle qui est imposée en particulier au nom de l'âge et du handicap. Alors, je vais vous donner un exemple pragmatique, même
dans le laboratoire du professeur Hervé. Il y a certains de mes collègues avec lesquels on a réfléchi à mettre en place des programmes de surveillance ou d'adaptation des soins, comme ils ont été présentés tout à l'heure, à base de tablettes à domicile, en particulier, par exemple, pour la surveillance, le suivi des patients qui prennent des chimiothérapies à domicile. Donc, il y a un gros projet autour de ça, avec des tablettes. Les vieux ont été exclus d'emblée. On est monté au créneau plusieurs fois, où on nous a expliqué que non, hein, on a été bien gentils, mais là, c'était pas possible, c'était même pas discutable. OK. Donc, on peut se poser la question de où s'arrête, où commence le vieux. C'est un terme que moi, gériatre, j'utilise facilement, mais qui n'est pas si facile à utiliser pour mes collègues. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'âge factice. Alors moi, j'ai bien aimé le plus de 75 ans. Moi, en tant que gériatre, voilà. Si on a moins de 80 ans et de plus en plus moins de 85 ans, on ne m'intéresse absolument pas. Mais je suis gériatre de la communauté parisienne et en plus d'un coin de Paris où on est très très âgé. Alors, je sais que dans certains coins, c'est plus compliqué. Mais il faut voir aussi cette réalité-là, quoi. C'est que de plus en plus, je pense que cette barrière va se pousser. Alors, la privation subie, en fait, c'est celle qui est imposée de fait. Alors, elle est imposée, par exemple, aujourd'hui, nous déclarons tous nos impôts par Internet en France. Vous allez me dire que c'est un progrès par rapport au papier qui était imprimé bleu pâle sur fond gris et où, de toute façon, je pense, la majorité des malvoyants ne voyaient que dalle. Bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à Internet facilement, si ce n'est pas dans vos pratiques, hein, la plupart d'entre nous, nous utilisons Internet dans notre travail. Il y a ceux qui utilisent Internet aussi dans leur scolarité, etc. Mais quand vous n'êtes pas dans ce monde-là, eh ben, l'accès à Internet est beaucoup moins aisé. Et donc, il y a aussi une mise à l'écart de cette façon-là, avec une sectorisation qui est essentiellement basée sur le profil économique. On peut parler de ça aussi pour les aides à la compensation du handicap. Toutes les prothèses sont considérées comme un luxe. Et après tout, si, je sais pas, la nature a décidé que vous étiez de plus en plus malvoyant, de plus en plus sourd ou que vous aviez des difficultés à vous déplacer, eh ben, il n'est pas prévu que la sécurité sociale vous aide à compenser ça. Donc, si vous avez de l'assurance, enfin, une assurance ou de l'argent personnel pour pouvoir vous acheter une prothèse adaptée, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, la question reste ouverte. Mais on pourrait aussi imaginer plein de choses comme ça. Nous avons parlé tout à l'heure, j'y reviendrai peut-être après, du développement, en effet, de la télémédecine et de la téléexpertise avec les EHPAD, ce qui est en effet un chemin très intéressant parce que ça leur donne accès à une expertise qu'elles n'ont pas habituellement. Sauf que, alors pour ça, il faut du haut débit, machin, tout ça, très bien. Et quand on va les voir en disant « OK », et les résidents, ils ont accès au Wi-Fi haut débit pour regarder leurs petits-enfants, le match de foot, ces trucs-là. On dit bah non. Non, parce que eux, ils n'utilisent pas de tablette. Voilà. Donc, est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on leur demande? L'EHPAD qui est juste derrière notre hôpital, l'étage qui est structuré par résident, par niveau, alors c'est même pas le niveau de dépendance, mais on va dire que tout en haut, il y a les GIR les plus légers, au milieu, il y a les roulants, et puis en bas, il y a les mal fonctionnants cérébralement, on va dire. Parce qu'il y a quand même un mélange de genres assez important. Et en fait, en bas, il n'y a ni télévision, ni ordinateur, ni accès à quelconque connectivité. Ce qui pose un réel problème, comme on va le voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, en fait, quelle place on met à la technologie pour essayer peut-être de contrer au mieux cette technopénie. En tout cas, de limiter cette technopénie pour permettre que le plus de personnes y aient accès. Ben, il faut d'abord repenser la place qu'on met à tout ça. Alors, le mieux, c'est de réfléchir donc, sur notre technologie elle-même et sur le but qu'on lui donne. Alors, nous sommes dans le soin. Donc, dans le soin, la technologie est envisagée comme une aide humaine, une aide à l'humain pour tendre vers le bon soin, c'est-à-dire le soin au plus juste pour le patient, dans le respect
de la personne et dans le respect des professionnels, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Ça doit donc s'inscrire, n'en déplaise à ceux qui défendent, enfin qui veulent absolument promouvoir la technologie et ceux qui l'utilisent. Cette technologie, elle doit s'inscrire dans les normes et les usages de la société dans laquelle vivent les professionnels et les personnes dont ils prennent soin. C'est vraiment important parce que sinon, il va y avoir un décalage. Si l'usage et le non-usage des technologies n'est pas en accord avec la société, eh ben, il va y avoir une rupture, oui, entre ceux qui vont y avoir accès ou pas accès. Je vais donner un exemple simple, enfin deux même. Le premier, c'est les caméras. Vous savez, on a beaucoup, il y a 10 ans, on a dit qu'on allait mettre des caméras dans la rue, etc. Ça a provoqué un tollé, et puis tout à coup, on s'est dit, finalement, on vit avec. Aujourd'hui, il y a des caméras dans les écoles aussi pour surveiller les cours de récréation, la violence aussi, et les entrées inopinées dans les collèges, etc. Par contre, quand on a dit qu'on allait mettre des caméras dans les EHPAD, aussi dans visée sécuritaire, il y a eu une montée directe en disant c'est inadmissible, on ne peut pas surveiller ces personnes vulnérables de cette façon-là. Pourtant, entre l'EHPAD et l'école, vous m'accorderez qu'on est tous très vigilants et qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité de nos enfants. À moins que la société du tout risque nous impose d'être encore plus vigilants sur la sécurité de nos parents, mais sans vouloir les regarder de trop près. Ça fait partie des choses compliquées. Un autre exemple, c'est que normalement, quand je rentre chez vous, je sonne. Alors, s'il n'y a pas de sonnette, je frappe à la porte. Mais en tout cas, j'ouvre pas la porte, je vais vous faire peur. Vous allez, de toute façon, aller fermer votre porte potentiellement. Et ben, quand j'entre dans une chambre d'EHPAD, qui est logiquement le domicile du patient, il la paye cher, sa chambre en plus, pour que ça soit son domicile, eh ben, il n'y a pas de sonnette. Et on considère ça quasiment comme un luxe déjà de frapper à la porte avant d'entrer. La plupart des gens, soit ils entrent, mais la plupart du temps quand même ils sont bien éduqués, donc ils frappent à la porte en entrant. Ils ont une main sur la porte, l'autre main sur la gâchette, et ils font toc toc bonjour madame. Voilà, excusez-moi, plus de population féminine en EHPAD, donc, mais je suis d'accord pour qu'il y ait aussi des messieurs. Mais voilà, ça, il faut s'en rendre compte. Alors, la sonnette, c'est une technologie de base, on est bien tous d'accord. Mais c'est quand même aussi un respect de l'humain qui est extrêmement important. Donc, il faut savoir aussi interroger les choses de cette vision-là. Je vous ai dit, j'allais vous poser des questions extrêmement simples. Alors, il y a des facteurs de risque de cette technopénie. Le premier, c'est l'agisme. Alors, je ne vais pas développer dessus parce que je sais qu'Alain va en parler un peu plus tard. L'agisme, c'est la discrimination sur l'âge. C'est formidable comme sujet. C'est une foire aux idées. On peut y passer la semaine, si vous voulez. Comme vous le savez tous, les vieux sont pleins de fric, un vrai bonheur, plein d'argent, et ils sont nuls en technologie. Mais vraiment, puis en plus, ils ne peuvent rien apprendre. Donc, par contre, les jeunes, ils sont sans un sou. Mais vraiment... pas d'argent du tout le temps sur le dos de leurs parents. Mais eux, ils sont toujours hyper connectés et ils veulent bien sûr le dernier smartphone. Ils ont des trucs qui marchent et ils connaissent toutes les applications beaucoup mieux que vous. On sait aujourd'hui que l'âge n'est pas synonyme d'incapacité à apprendre. Et donc, il y a juste un apprentissage qui est différent, plus lent, moins par cœur. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être contournées. Et puis, on sait aussi qu'on apprend mieux en pratiquant. Donc, potentiellement, plutôt de se dire que c'est impossible de donner une tablette aux gens en EHPAD, plutôt essayer peut-être de leur proposer et au fur et à mesure de voir ce qui se passe. On sait aujourd'hui aussi qu'un des principaux risques de la maladie d'Alzheimer, c'est l'isolement social. Et peut-être qu'à ce niveau-là, la technologie pourrait aider à faire de la prévention, comme l'a si bien dit Mathieu tout à l'heure. C'est important d'arriver avant et potentiellement d'être toujours là pendant. La maladie, la maladie d'Alzheimer, j'en ai parlé, l'apathie, toutes ces différences-là ne sont pas liées à l'âge, elles sont liées à des pathologies. Donc là aussi, il est important de s'en rendre compte et de voir aussi ce qu'on pourrait faire avec l'accès à des technologies pour ces pathologies-là. Alors bien sûr, il y a le coût. Ça, c'est toujours avancé comme un frein majeur. Mais aussi,
on sait que plus une technologie se développe, moins elle coûte cher. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre compte. Il peut y avoir des études pilotes qui vont permettre après de développer des choses avec un intérêt plus important et pour lequel il sera bon d'intéresser les financeurs. Alors, comme tout progrès et comme tout progrès dans le soin, il est important de prévoir des formations. Si on adapte une technologie à des patients, mais aussi à des personnes qui ont un âge pour lequel, initialement, on était plutôt en frein à développer cette technologie-là, c'est qu'il y a une spécificité particulière. Et s'il y a une spécificité, alors il doit y avoir une formation des acteurs, tout au moins une interaction entre ces différents acteurs. Sinon, on va à l'échec assuré. Et puis, il y a le matériel. Alors là aussi, j'ai adoré quand on m'a dit, écoutez, là, il y a des appareils, ils sont obsolètes, on ne peut plus rien en faire, alors on vous les donne. Peut-être que vous saurez en faire quelque chose. Ça, c'est cool, parce que finalement, on ne peut rien en faire. On ne peut pas les connecter au réseau, ils sont trop... voilà. Ils n'ont pas des pare-feux, des machins suffisants pour être connectés à Internet. Donc, à part faire des jeux, c'est déjà pas mal, mais voilà. OK, pourquoi pas. Donc, il y a le matériel et il y a de la hotline. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la hotline de très très loin, de l'autre côté de la Méditerranée, avec quelqu'un qui parle un français approximatif et qui ne comprend absolument rien de ce que vous lui racontez, c'est compliqué pour les professionnels, c'est compliqué pour le patient, et donc il faut veiller à ce que ça se fasse différemment. Et puis, on en a parlé aussi, il y a le risque de maltraitance lié à l'outil, parce que, alors on le voit aussi dans des choses aussi simples que les prothèses auditives. On a découvert qu'il y avait un vendeur, enfin en tout cas quelqu'un qui avait mis en place une prothèse auditive qui a déclaré qu'il fallait la changer tous les 6 mois. Donc au niveau du coût, c'est déjà assez intéressant et c'est assez, voilà, pour les patients, c'est absolument insupportable. Et puis on a aussi les super fauteuils d'aide au handicap qui vous lèvent, et puis quand on a décidé que vous n'alliez pas trop vous lever, on vous met en position où vous ne risquez pas de vous lever du tout, vous êtes complètement enfermé dans le fauteuil, et même si vous êtes totalement normalement marchant, vous ne pouvez pas en sortir tout seul. Donc ça s'appelle de la contention, et qui plus est, de la contention abusive, c'est-à-dire de la maltraitance. Voilà. Et puis il faut aussi envisager les effets indésirables de nos technologies. Alors, en particulier, je vous ai mis l'exemple là des verres progressifs. Si tout le monde sait aujourd'hui, quand vous allez acheter des verres progressifs chez l'opticien, il vous explique qu'au début, vous risquez de vous casser la figure. Donc, il faut potentiellement les mettre comme ci, les mettre comme ça, les porter pendant 2 heures, etc. Plus on connaît en fait les effets indésirables liés à une technique, mieux on est capable de les prévenir et du coup de limiter les choses et surtout de limiter leur non-utilisation. Du coup, on revient sur la question du sens, parce que pour mieux penser cette carence d'accès ou cette limitation d'accès, il faut savoir quel est le sens qu'on donne à l'accès à la technique. Soit on propose la technologie en assistance, c'est-à-dire qu'elle pourrait permettre au sujet de gagner en indépendance. Là, je vous parle de la personne concernée par l'accès direct à la technologie, mais elle pourrait être aussi faite, cette technologie, pour permettre de faire gagner du temps aux professionnels. Dans mon service, on a installé des rails au-dessus des lits. Je ne suis pas forcément persuadée que les patients adorent se trimballer en rail pour aller du lit au fauteuil et à la salle de bain, mais clairement, ça a fait gagner du temps et, paraît-il, de la sécurité à tout le monde. C'est bien, voilà. Mais le sens est toujours intéressant. Potentiellement, ça peut faire aussi gagner en coût aux financeurs. Donc là aussi, il faut l'évaluer. Il faut se poser la question de savoir si on est là pour faire respecter l'égalité au droit, respecter l'égalité au droit des citoyens d'avoir tous la même technologie. C'est le problème des impôts. Mais comment faire quand on n'y a pas accès? On doit tous déclarer nos impôts. Si on n'a pas Internet, il faut aller au bureau. Comme on a supprimé plein de postes des différents fonctionnaires qui s'occupaient des impôts, faut faire la queue, il faut prendre un rendez-vous, c'est plus compliqué, etc.
Ou est-ce qu'on préfère respecter une idée qui est plus tournée vers l'équité, vers les patients et vers le fait qu'on ait tous le même accès de principe, mais à ce moment-là, il va se poser la question du prix. Comment est-ce qu'on va faire si, pour ceux qui ne sont pas capables de payer les prothèses sensorielles, les différents fauteuils, etc. Peut-être que la technologie qui est développée n'est pas dans un souhait d'assistance, mais dans un souhait de développer l'indépendance. Alors, l'indépendance du sujet, ça peut être favoriser le relationnel. C'est ce qui est fait par plusieurs équipes, par exemple, qui ont acheté, vous savez, les aspirateurs intelligents, ces espèces de trucs ronds là, qui aspirent un peu partout. Alors, il ne faut pas être encombré de fauteuils Louis XV chez soi, mais par contre, ça aspire... En fait, les services d'aide à domicile, ils ont acheté des aspirateurs et pendant que l'aspirateur fait le ménage, par terre, eh ben, l'auxiliaire de vie ou l'aide ménagère, elle discute avec la personne qu'elle vient voir. C'est-à-dire qu'elle fait de l'humain pendant que le balai se passe tout seul. C'est une voie aussi d'utiliser la technique pour développer le relationnel. L'idée, c'est aussi d'essayer de ne pas majorer l'isolement à cause de la technologie et que... c'est bien de dire qu'on peut se faire coucou par Skype régulièrement, mais il faut aussi rappeler que le toucher, le rapport d'humain à humain, ça fait aussi partie des choses indispensables. Et que l'indépendance, c'est aussi la communication. Et la communication, c'est en face à face, d'humain à humain, en échangeant avec du sensoriel, avec un visage qu'on reconnaît. Et force est de constater que même quand vous voyez à travers un écran, en fait, la mimique, le faciès, ça n'apparaît pas de la même façon. Et la connexion d'œil à œil, ça ne se fait pas de la même façon non plus. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu, c'est les études japonaises avec les robots, où ils se rendaient compte que ça marchait bien pour plein de choses, mais les personnes, elles disaient, ouais, mais voilà, quand il me regarde, c'est pas ça. Voilà. Il est gentil, il fait tout ce que je veux, tout bien et tout, mais ça reste un robot en face. Et puis, la liberté ultime, le vrai respect de l'autonomie, comme d'habitude, c'est de pouvoir dire non. Et ça fait aussi partie des choses importantes. Il y a les gens qui n'ont pas envie et qui potentiellement, en découvrant comment ça servent les autres, auront envie après. Et puis, il y a les gens qui ne veulent pas. Et ceux-là, il faut leur autoriser aussi ce droit de ne pas vouloir. Et on a le droit de ne pas vouloir avoir... les différents compensateurs d'autonomie, mais aussi de ne pas avoir accès à la télémédecine. Voilà, donc en fait, la technopénie et la réflexion sur la limitation d'accès aux technologies, c'est aussi une réflexion pour améliorer notre pensée de la technologie et notre utilisation, parce que je pense, comme la majorité de mes collègues, qu'aujourd'hui, on est plutôt en sous-utilisation à cause des freins qui sont mis en place, et qu'on peut, en réfléchissant d'une façon peut-être plus positive, en faire un vrai outil de bienveillance qui nous permettra d'améliorer la qualité de vie de nos patients, mais aussi de nos concitoyens. Voilà, je vous remercie de votre attention.